Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand. Je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de la puissance de la Chine et nous tournons notre regard vers l'avenir. Cela fait plus d'une vingtaine d'années que l'on parle de la montée en puissance de la Chine, d'abord économique, puis géopolitique. Beaucoup de gens s'en inquiètent en Occident désormais. Alors, à l'occasion de cette dernière émission d'Arrêt sur le monde, nous nous tournons vers l'Empire du Milieu. Sommes-nous, comme certains le prévoient, en train d'assister à une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis? Quels sont les enjeux que nous devrions continuer à surveiller au cours des prochaines années? Pour en discuter, je reçois Adrien Savol, qui est doctorant en anthropologie à l'Université Laval, mais également chargé de recherche au Cerium. Ses travaux portent notamment sur la mobilisation de la société civile en Chine. Bonjour Adrien. Bonjour Frédéric. Alors revenons d'abord sur les débuts de cette montée de la puissance en Chine, il y a environ une vingtaine d'années. Quels sont les moments charnières entre l'économie il y a 20 ans et aujourd'hui la géopolitique? En fait, pour comprendre la montée de la Chine, il ne faut pas remonter de 20 ans, mais de 40. Il faut remonter à la mort de Mao et à la prise de pouvoir par Deng Xiaoping, qui va lancer des réformes économiques, donc effectivement avec un retour à la propriété privée relative, au commerce privé, qui va mettre beaucoup d'argent public dans les 4 modernisations également. Donc les 4 modernisations, c'est vraiment tout ce qui est industrie, éducation, agriculture et sur l'armée. Enfin, il y a des réformes politiques à l'intérieur qui, normalement, devaient permettre de ne pas avoir un homme fort comme à l'heure actuelle qui peut s'accrocher au pouvoir. Mais c'est également sous Deng Xiaoping, donc en fait tout le long des années 80, qui commence à y avoir des pourparlers pour la rétrocession d'Hong Kong, qui commence à y avoir des pourparlers pour l'OMC. Et toutes ces lignes politiques vont être suivies par Jiang Zemin, donc dans les années 90, et ils vont expliquer que la Chine, en 2001, atteigne l'OMC et quelle est la place qu'elle est maintenant dans les institutions internationales. Donc, il faut vraiment remonter en fait au début des années 80 pour comprendre ce qu'est la Chine maintenant. Bon, mais à l'époque, au début des années 80, on est dans une logique d'insertion finalement dans les réseaux institutionnels et diplomatiques et commerciaux mondiaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à une logique qui semble beaucoup plus affirmée sur le plan, par exemple, militaire et stratégique? Alors, il y a plusieurs choses. Dans les années 80, on est face à un pays qui sort de plusieurs décennies de Mao et de la révolution culturelle, qui est à genoux, avec des gens qui ont faim, des famines à répétition. Donc il faut vraiment faire en sorte, légitimer finalement le Parti communiste à l'interne et donc faire en sorte d'améliorer le niveau de vie. Deng Xiaoping le dit lui-même, hein, il faut garder la tête basse. Il faut vraiment faire en sorte de capitaliser du pouvoir et des possibilités. Il va également ouvrir dans les années 80 les zones économiques spéciales, qui est peut-être très importante, parce que c'est par là qu'il va pouvoir faire copier la technologie finalement de l'Occident. Donc il va offrir des places avec finalement qui sont non imposées, avec une main-d'œuvre pas chère qui est venue des campagnes de Chine et qui va permettre de faire un rattrapage technologique. La Chine à l'époque aussi va s'appuyer sur les diasporas. Taïwan va donner beaucoup d'argent également. Donc vraiment, ça va prendre en pouvoir, mais il faut pas oublier que dans la tête des Chinois, peut-être encore plus à l'heure actuelle avec le nationalisme, mais le 19e siècle, c'est un siècle d'humiliation. C'est-à-dire que la Chine était, comme vous l'avez dit, l'empire du milieu, et normalement, la Chine est entourée de vassaux, d'États vassaux. Et quelque part, à l'heure actuelle, comme ils ont rattrapé leur retard et qu'ils ont même pris les devants sur certains domaines, cette mentalité est en train de revenir. Il est normal, on parlera peut-être de géostratégie plus tard, mais le concept de Tianxia, qui est un concept très très ancien, donc de l'ère impériale, qui en ce moment remis de l'avant par de nombreux intellectuels, quand on regarde ce que veut dire ce concept, c'est que la Chine doit décider. En fait, ils veulent réformer le système international, mais ce qu'ils proposent, c'est de remplacer les États-Unis avec des méthodes chinoises. Alors, la question que je me pose, moi, souvent, c'est ce plan d'affirmation nationaliste et stratégique sur la scène internationale, est-ce qu'il était dans les cartons depuis les années 80? Est-ce que c'était une stratégie sur le long terme ou est-ce le résultat des relations de plus en plus antagonistes, par exemple, avec les États-Unis? Est-ce que c'est un accident, finalement, que la Chine ait transformé sa puissance économique en puissance de plus en plus diplomatique et militaire?
Je ne sais pas si c'est un accident. Il faut noter qu'à l'interne, il y a des résistances, hein. Il ne faut pas croire que tout le monde, même au niveau du Politburo, vraiment pousse dans cette direction. Le vrai problème, pour expliquer ce changement, de mon point de vue, c'est vraiment la légitimité du Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'à partir du moment, depuis le début des années 80, c'est vraiment ce qui légitime le pouvoir, finalement, c'est le fait que les Chinois améliorent leur qualité de vie au fur et à mesure. La croissance chinoise, même si on en rêverait ici, commence à montrer ses limites. Les écarts de richesse et les inégalités explosent, même s'il y a eu beaucoup de choses faites contre la pauvreté. Et en fait, cette légitimité-là ne marche plus. Donc pour moi, le nationalisme, qui a commencé avant Xi Jinping, des Hu Jintao, il y a déjà une bonne dose de nationalisme, mais c'est une nouvelle façon de se légitimer. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois, oui, joue à l'extérieur, mais il veut surtout garder le pouvoir à l'interne. Et juste le développement économique ne suffit plus. Donc moi, je pense que c'est surtout un outil à l'interne pour garder le pouvoir. C'est comme ça que je l'interprète, mais effectivement, qui va avoir des répercussions autour. Parce qu'à partir du moment où on chauffe à blanc toute une population, forcément, diplomatiquement, on ne peut plus se comporter pareil. Alors, si on parle du pouvoir à l'interne de la Chine, il y a évidemment deux dimensions. Il y a le Parti communiste, au pouvoir depuis 1949, et il y a Xi Jinping. Et vous aviez mentionné que Deng Xiaoping, ses réformes des années 80, visaient aussi à éviter qu'un nouveau Mao puisse émerger avec un culte de la personnalité. Or, ce qu'on observe, du moins de l'extérieur, c'est que Xi Jinping est en train de reconstituer cette concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme depuis 2012, si je ne me trompe pas. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi lui est arrivé à faire ce que ses prédécesseurs ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire un système autoritaire basé autour de la personnalité de celui qui est à la fois le leader du Parti communiste et le président de la République populaire de Chine? Et le chef des armées, c'est le centre, c'est vraiment les trois en un. C'est ça qui a mis en place Deng. Ce qui fait qu'il faut avoir donc ces trois postes finalement pour pouvoir diriger la Chine. Je suis pas sûr que les autres n'auraient pas réussi. Enfin, en tous les cas, Jiang Zemin aurait certainement réussi. Mais c'est surtout qu'il voulait éviter de retourner dans une personnification et dans les terribles événements de l'ère Mao. Donc, ils ont laissé le pouvoir au fur et à mesure. Jiang Zemin a pris le pouvoir, il avait gardé la commission militaire un petit peu, mais il l'a donné à Hu Jintao. Hu Jintao est également parti sans faire de vagues. Je pense que là, on est beaucoup plus dans la psyché, c'est que Xi Jinping veut garder le pouvoir. Maintenant, autant Jiang Zemin, donc vous voyez, on remonte de presque 15-20 ans à toujours un réseau très profond finalement dans la société au niveau des cadres locaux. Autant Xi Jinping a une garde rapprochée, certes avec des gros postes, mais qui n'est pas innombrable. Donc il y a un appui, mais pas si grand que ça finalement. Et bon, il y a certainement, moi je suis de ceux qui pensent qu'il va garder le pouvoir l'année prochaine au moins pour 5 ans, mais ça va être un pouvoir négocié. Il va pas avoir tout pouvoir. Il doit quand même jouer avec les contraintes que vont lui poser certains cadres locaux, jouer avec les contraintes de l'armée. Finalement, il se retrouve comme tout politicien. Il peut bien faire les discours qu'il veut. Si la machine ne suit pas, il va être très limité. Il a beaucoup de problèmes à l'interne aussi. Donc, Et si je comprends bien, donc la politique étrangère est un des moyens par lesquels il essaie d'asseoir son influence en Chine même. Alors, j'aimerais qu'on décortique un peu différents aspects de cette politique étrangère de la Chine sous Xi Jinping, en commençant peut-être par ceux qui sont les plus soft, les moins inquiétants de nature économique, notamment la route de la soie, le fameux Belt and Road Initiative, donc qui vise à constituer un réseau d'infrastructures, mais aussi de partenaires économiques presque à l'échelle de la planète. Pouvez-vous nous expliquer un peu où on en est dans ces nouvelles routes de la soie et où ça s'en va? Non, donc les routes de la soie, en fait, est un terme qui a été utilisé en francophonie et qui a été repris par l'État chinois de par la symbolique que ça envoie, de par le message. Eux, au départ, en chinois, c'était Idai Ilu, donc c'est une ceinture, une route. Et la ceinture, en fait, étant la route de la soie maritime, la nouvelle route de la soie maritime, et la route étant la route qui va vers l'Europe. Donc, ça a été lancé en 2013. Ça a eu beaucoup de succès au départ parce que la Chine se présente comme un pays non aligné depuis la conférence de Bandung.
n'arrête pas à dire aux pays en développement que la Chine a finalement exactement les mêmes contraintes, n'a jamais colonisé qui que ce soit et donc va les aider. Il y a eu beaucoup d'endettement déjà, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, certains pays en Afrique de l'Est, en Asie centrale, en fait, se mettent à refuser finalement certains projets parce qu'ils ne peuvent pas payer. Hein. Des pays là comme le Pakistan se retrouvent vraiment comme le Sri Lanka, là, ils ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent à la Chine. Ça, c'est économiquement également gagnant pour la Chine parce que la Chine, une bonne partie de sa croissance s'explique par la construction, par l'immobilier en Chine. Et comme ce secteur avait des limitations, le fait d'avoir des gros chantiers à l'extérieur permet d'envoyer ces travailleurs, ce qui pose tout un tas de problèmes diplomatiques avec les populations locales, parce que dans les routes de la soie, ce sont des entreprises chinoises avec des ouvriers chinois. Hein. La population locale est très peu mobilisée dans ces projets. Donc, ça permet d'avoir une croissance et de ne pas avoir de chômage à l'interne et de faire entrer de l'argent. Le deuxième volet qu'il y a aux routes de la soie, c'est les routes de la soie numériques qui ont été lancées en 2015, qui sont, à mon avis, peut-être qui doivent être réfléchies et conceptualisées vraiment par les dirigeants en dehors de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est vraiment en train d'exporter ces technologies, mais donc dans ces technologies, il y a des normes, même si elles ne sont pas reconnues internationalement. Et à partir du moment où vous commencez à avoir une énorme partie de l'Asie centrale, de l'Inde, de l'Afrique de l'Est, hein, parce que toute la 5G en Afrique de l'Est, c'est des compagnies chinoises. À partir du moment où vous avez ces normes qui sont implantées, moi, je me demande si les normes officielles reconnues internationalement ont un réel pouvoir. Dans les faits, ce sont donc des normes chinoises et des technologies chinoises qui sont implantées sur une énorme partie de cette zone du monde. Et ça pose des problèmes au niveau de sécurité, au niveau rapatriement, parce que bien sûr, il y a des backdoors. Le seul exemple empirique qu'on ait vraiment, c'était le Conseil de l'Afrique, où la Chine a offert le bâtiment à Addis Abeba. Et on a vu qu'il y avait des transferts de données à 3 heures du matin toutes les nuits, et qu'en fait, c'était tous les micros qu'il y a dans le bâtiment qui envoyaient tout en Chine, où c'était donc écouté. Donc il y a tout ce volet-là également d'espionnage vis-à-vis des routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie, finalement, c'est une stratégie économique axée sur la croissance de la Chine par l'investissement, mais qui a des implications stratégiques. Maintenant, il y a des enjeux en ce moment stratégiques, militaires, qui pourraient avoir des conséquences non seulement économiques, mais beaucoup plus graves sur la stabilité internationale. Et je pense principalement à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui est de plus en plus explicite et qui tourne notamment autour de la question de Taïwan. Est-ce que vous êtes inquiet face à une possible détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine et face aussi à des menaces réelles pour l'île de Taïwan? Alors, je suis inquiet, mais plus par accident. Je vais m'expliquer. La Chine, en 2016, a ouvert sa première base militaire internationale à Djibouti. La Chine, jusque-là, vraiment, l'armée populaire de libération était vraiment en Chine. Et là, maintenant, elle sort, elle essaye vraiment, encore une fois, d'aller dans les institutions, de voir comment les autres armées marchent. Elle met beaucoup d'argent pour monter en puissance. Elle a des porte-avions tout neufs. C'est beaucoup d'argent. Par rapport aux États-Unis, c'est très peu, mais la Chine ne se voit pas non plus comme le gendarme du monde. Donc, en concentration juste sur la zone chinoise, c'est quand même énorme ce qu'ils font. Maintenant, la dernière guerre, alors je ne parle pas des affrontements en Inde, là, mais la dernière guerre avec des réels mouvements de troupes importants, c'est contre le Vietnam en 79. Donc, on a une armée, finalement, on ne sait absolument pas ce qu'elle donne sur un terrain opérationnel. Elle a des très beaux équipements, elle a beaucoup d'hommes, mais elle n'a finalement que des entraînements, donc on ne peut pas vraiment savoir sa réelle capacité. Pour Taïwan, Taïwan fait bouger pas que les Américains. Hein. Les Japonais ont déjà indiqué clairement qu'ils allaient soutenir les États-Unis si jamais Taïwan était attaqué. Taïwan, c'est très compliqué parce que vous avez d'un côté le nationalisme à l'interne. Ils ont annoncé qu'en 1949, pour les 100 ans de la prise du pouvoir, la Chine serait réunifiée. Vous avez le côté diplomatique. Par exemple, Biden qui a fait la semaine dernière un sommet des démocraties sans inviter la Chine et en invitant Taïwan.
Et puis vous avez de la géostratégie, dans le sens où le plateau continental passe en fait sur Taïwan et que ça permettrait aux sous-marins chinois de partir en eau profonde et donc de ne pas être vus par les radars américains. Je pense que personne ne veut la guerre. Je pense qu'absolument personne ne veut la guerre. Je pense par contre que quand on regarde dans les dernières années, quand on regarde le nombre d'avions qui passent, quand on regarde le nombre de porte-avions, qu'on regarde la posture tant des Américains que des Chinois, et pour le coup, je dois dire que les Américains ne sont pas très, très diplomates non plus, personne ne veut la guerre, on est dans un affrontement, on est dans du bluff. Mais une simple erreur humaine, par contre, pourrait déboucher. Personne ne sait sur quoi ça pourrait déboucher, mais ça pourrait déboucher assez vite, en fait. Si vous avez un accrochage entre un porte-avions et un bateau de pêche chinois, ou si vous avez un accrochage entre deux avions dans le ciel, que se passera-t-il? Ça, personne ne le sait. Donc, un risque d'accident existe, mais même si on écarte, disons, cette possibilité, est-ce que vous entrevoyez quelque chose qui ressemble davantage à la guerre froide, comme celle qu'on a connue entre l'Occident et l'Union soviétique avant 1989? J'ai envie de dire oui, mais je vais dire non, parce que la situation me fait beaucoup plus penser, en fait, à l'Europe des années 1910, ce qui n'est pas forcément... C'est juste Oui. un comparatif. Je ne dis pas que ça va déboucher sur une guerre mondiale, mais c'est parce que tout le monde parle du découplement, de la guerre froide, mais dans les faits, il n'y a jamais eu autant d'argent du marché international et américain qui va en Chine. Exactement comme à l'époque, les capitaux français et anglais allaient en Allemagne. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on fait de l'argent. Vous avez d'un côté des États qui, eux, ont des stratégies étatiques, qui résistent pour certaines valeurs, pour de la géostratégie, pour énormément de choses, qui sont obligés de prendre parti. Mais en même temps, vous avez un flux financier qui est plus que connecté. Il n'y a vraiment pas un découplement de l'économie. Donc, je vois très mal une guerre froide. Les trois quarts de ce que vous achetez ici sont passés par la Chine. Donc, même si la Chine n'est plus l'usine du monde, la Chine le reste pour énorme. En fait, c'est plus l'usine du monde pour des produits de premier prix, mais ça le reste pour l'électronique, ça le reste pour énormément de choses. Donc, je vois très mal une coupure, si vous voulez. Donc, je vois très mal une guerre froide. Alors, j'aimerais qu'on termine sur ce qui est pour moi le grand débat. Ce qu'on voit en cette fin d'année 2021, début d'année 2022, c'est que d'une part, de nombreux pays, dont le Canada, cherchent à pas rompre les relations avec la Chine, mais sont prêts, par exemple, à boycotter sur le plan diplomatique les Jeux olympiques en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment la situation des Ouïghours au Xinjiang, où on parle de camps de rééducation, peut-être même de génocide. Il y a la situation de Hong Kong, où la République populaire de Chine ne respecte pas ses engagements de préserver, disons, une forme d'autonomie à Hong Kong. Il y a la question de l'espionnage, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui prend de plus en plus d'ampleur avec ces révélations quand même assez régulières sur des stratégies d'espionnage, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays. Donc, pour toutes ces raisons, de plus en plus de pays se méfient de la Chine, mais parallèlement, il y a tous ces enjeux qui, sur le plan mondial, ne peuvent pas être réglés sans la Chine. Je pense notamment au changement climatique, mais il y en a d'autres. Dans la mesure où la Chine sera le pays le plus puissant du monde à une assez brève échéance, il semble impossible de la contourner entièrement. Alors, où est-ce que vous pensez que le curseur va se placer dans les prochaines années entre un antagonisme croissant entre l'Occident et la Chine, d'une part, ou d'autre part, la nécessité de coopérer sur un certain nombre d'enjeux diplomatiques et d'enjeux mondiaux? C'est une très, très vaste question. Je sais pas si c'est des projections, mais moi, ce que j'espérais plutôt, c'est plutôt ça que je vais dire. Ce que j'espérais, j'espérais qu'il y ait vraiment une autre voie que la confrontation. Pour moi, les politiques mises en place en ce moment par les Américains, les Five Eyes, les grandes phrases ne tiennent pas debout. J'ai presque envie de reprendre les paroles des médias chinois. Pourquoi nous condamner la Chine et être amis avec l'Arabie Saoudite? Ça ne tient pas debout. L'approche européenne pour essayer de contrer, par exemple, les routes de la soie, donc qui propose en fait des modèles que propose la Chine, mais en mettant des contraintes environnementales, sociales. Si plus d'acteurs allaient dans cette voie-là, dans cette direction, ça obligerait la Chine à réfléchir. Pour le moment, la Chine a un énorme avantage par rapport au FMI ou à l'OMC, donc sur le reste du monde, en fait, a beaucoup d'États vassaux qui, de toute façon, ne peuvent que suivre la Chine. Donc, pour moi, il faudrait mettre un autre modèle
Il faudrait donc réformer le système international, faire en sorte que le dollar américain ne soit plus la seule monnaie. En fait, il y a beaucoup de choses qui permettraient de désamorcer ce que la Chine fait en lui enlevant des arguments. Le problème, c'est qu'elle se pose aussi sur des réels arguments au niveau institutionnel. Et donc, ça va être très compliqué. Donc, moi, j'espère vraiment, l'Europe a un poids totalement relatif dans ces questions, mais j'espère vraiment que c'est ce genre d'initiative, finalement, qui va pouvoir être mise en place. Parce que si on reste sur des États-Unis, America Great Again, quel que soit le président, je vois mal en fait un désamorçage, vraiment. Je vois mal comment la Chine ne pourrait pas que baisser la tête et foncer au fur et à mesure. Bon, ben, sur ces paroles, Adrien Savol, je vous remercie d'avoir passé avec nous quelques minutes pour éclairer la situation de la Chine. C'était une émission toute particulière puisque c'est la dernière de la saison d'Arrêt sur le monde. Donc, je remercie, comme d'habitude, notre recherchiste Emma Guerrero-Dufour, le réalisateur Mario Jacob, l'équipe technique, également le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent de faire un arrêt sur le monde. Mais surtout, je voudrais remercier, souligner le rôle qu'a joué pendant toutes ces années notre producteur délégué, comme nous l'appelons, Alain Saunier, qui a vraiment coordonné l'émission, qui nous a prodigué ses conseils, qui nous a donné ses tuyaux, nous a permis d'identifier les invités, nous a montré à faire une émission d'affaires internationales, à la fois diffusée en vidéo et sur balado. Donc, Alain Saunier se prépare à une retraite bien méritée. Donc, tout l'appui qu'il a offert au Cerium et à Arrêt sur le monde en particulier est vraiment très, très apprécié. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt quand même, j'espère. Au revoir.